commencer dans quelques petites secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cet événement digital diffusé en direct. Et je vous salue, vous qui nous suivez via Zoom, Facebook ou sur le live tweet Justice pour Sarah Halimi. Un événement, ou devrais-je dire un rassemblement, tant nous éprouvons le besoin de nous retrouver autour de nos invités pour comprendre. Monsieur le grand rabbin de France, Haïm Corsia, maître Francis Spinner, maître Muriel Waknin-Melki, maître Patrick Klugman, je voudrais vous remercier d'avoir accepté d'être présent ce soir aux côtés d'Esther Lenman et de Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'ECUJ, qui vous interrogeront. Ce soir, nous relayerons également certaines des questions que vous nous avez déjà adressées ou celles qui seront soulevées pendant cet échange. Permettez-moi d'exprimer l'immense émotion suscitée par la décision de la Cour de cassation qui vient de confirmer qu'aucun procès ne se tiendra, que Sarah Halimi et sa famille en seraient définitivement privés, le meurtrier ayant été en effet considéré comme irresponsable parce qu'en proie à une bouffée délirante suite à une forte consommation de cannabis. Cette décision suscite une épouvantable incompréhension face à une machine judiciaire qui semble, dans cette affaire, avoir soudainement déraillé et failli. Le désarroi est d'autant plus grand qu'au vu d'une décision désormais irrémédiable, il est assorti de ce douloureux sentiment de solitude dont nous espérons qu'il sera atténué par la participation massive à la manifestation nationale prévue ce dimanche 25 avril à 14h sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro. Tzedek Tirdof, la justice tu poursuivras. Cette injonction du Deutéronome semblait être le corollaire de cette assertion si souvent prononcée par le justiciable « Je crois en la justice de mon pays ». Mais nous voilà face à ce choc de cette carence vertigineuse, de cette absence de justice qui nous laisse sidérés. La trop longue litanie des Juifs de France victimes de crimes antisémites nous intime le devoir d'éveiller, je vous cite, Monsieur le grand rabbin de France, la conscience collective de la nation, d'inciter urgemment à remplir cette lacune par la justice, car le vide laissé risque de n'être comblé que par un sombre avenir. Il semble que la loi soit en passe d'être modifiée, mais elle ne sera pas rétroactive. Comment continuer avec le sentiment que tout n'a pas été fait pour que justice soit rendue à Sarah Halimi et à ses proches? C'est une des questions qui se posent à nous ce soir. L'ECUJ sera bien sûr présente à la manifestation de dimanche, où nous serons certainement nombreux, malgré les conditions sanitaires, à espérer des réponses. Je laisse maintenant Esther Lenman et Jean-François Strouf vous interroger, et je remercie Jérémy Seban qui réalise cette soirée. Bonsoir à tous. Je vais commencer évidemment par présenter très rapidement nos invités. Inutile de présenter Haïm Corsia. Bonsoir, monsieur le grand rabbin. Merci d'être avec nous. Patrick Klugman, je vais vous présenter, vous êtes tous les trois juristes, vous êtes tous les quatre juristes, vous êtes tous les quatre des personnalités engagées. Je vais vous présenter, si vous le permettez, par ordre alphabétique. Donc, Patrick Klugman, vous êtes avocat, vous avez longtemps siégé au Conseil de Paris et vous êtes membre du comité directeur du CRIF. Bonsoir, maître Klugman. Bonsoir. Muriel Waknin-Melki, vous êtes également avocate. Dans cette procédure, vous représentez William Attal, le frère de Sarah Halimi. Par ailleurs, vous êtes présidente de l'OJE, l'organisation qui regroupe des avocats défendant les victimes d'antisémitisme. Bonsoir, maître Waknin-Melki. Bonsoir, madame. Enfin, Francis Spinner, vous êtes également avocat, vous êtes maire du 16e arrondissement de Paris, vous représentez en l'occurrence les enfants de Sarah Halimi. Bonsoir, maître Spinner. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation ce soir. Première question, c'est Jean-François Strouf qui va vous la poser. Alors, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord adresser cette première question au grand rabbin de France. Une fois de plus, les Juifs se sentent abandonnés par certaines institutions, notamment judiciaires. Quel message souhaitez-vous adresser à la communauté, monsieur le grand rabbin de France, s'il vous plaît? Avant toute chose et avant de partager ma confiance dans notre capacité à
réformer les choses, à faire arriver à mettre tout à bout une forme de justice et une forme de bon sens. J'ai cru percevoir chez Maître Spinner le désir vif de nous dire quelque chose, et sachant que sa parole a toujours du poids et une certaine importance, je lui laisse très volontiers la parole. Je vous remercie, Monsieur le Grand Rabbin. Aujourd'hui, en accord avec la sœur de Sarah Halimi, nous avons décidé, avec William Goldnadel, de déposer plainte en Israël contre M. Kobili Traoré. La loi israélienne prévoit que le meurtre contre un juif, même commis à l'étranger, donne compétence aux juridictions israéliennes. Nous allons donc rédiger une plainte qu'elle déposera auprès de la police de Jérusalem, qui transmettra au procureur en Israël, et nous espérons qu'ainsi une instruction sera menée et que justice sera rendue à Sarah Halimi. Il n'est pas pensable que cette affaire s'arrête, et cette affaire ne va pas s'arrêter. La justice israélienne est compétente, nous allons lui remettre le dossier, nous verrons si à ce moment-là la France coopère dans le cadre de commissions rogatoires internationales. Bien entendu, M. Traoré ne pourra pas être extradé puisque la France n'extrade pas ses propres nationaux, mais l'affaire, le combat judiciaire continue. Voilà l'information que je tenais à vous donner en préalable à ce débat. Maître Spinner, si vous permettez, je voudrais réagir à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous allez en parallèle, est-ce que vous envisagez en parallèle une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, ou du coup vous n'êtes pas intéressé par cette piste-là? Je ne suis pas intéressé par cette piste-là. Je me tourne vers la juridiction qui a la capacité de juger, d'instruire et, le cas échéant, de condamner. C'est d'ailleurs conforme au droit international. En son temps, j'avais, il y a longtemps, obtenu la condamnation du capitaine de frégate Alfredo Astiz, qui en Argentine avait commis le crime d'enlèvement et de séquestration contre les religieuses françaises Alice Domont et Léonie Duquet. Et alors que Alfredo Astiz faisait l'objet en Argentine d'une loi d'amnistie, il a été condamné en France à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc nous allons nous battre avec les éléments du droit. Et le droit permet à la justice israélienne d'instruire et d'enquêter. Alors, en termes concrets, vous dites que la France n'extrade pas ses citoyens, donc ça ne changera rien à la position de Kobili Traoré. Il va rester en hôpital psychiatrique aussi longtemps que les psychiatres le jugeront nécessaire. Alors, d'abord, ça changera la situation de M. Traoré dans la mesure où, si pas, comme nous l'espérons, une juridiction israélienne venait à prononcer une condamnation, M. Traoré n'est protégé que tant qu'il reste en France. À l'extérieur de la France, il pourrait être passible d'une demande d'extradition. Ensuite, encore une fois, la question n'est pas la punition effective de M. Traoré, puisqu'il est citoyen français en HP. La question, c'est que justice soit rendue. Ce crime est un crime dont il a été établi par la justice qu'il était un crime antisémite, et donc c'est la question de la responsabilité pénale de M. Traoré que nous voulons faire trancher. La Cour de cassation a écarté ce débat. Ce débat n'est pas terminé et nous espérons qu'une juridiction israélienne le tranchera. Est-ce que pendant un instant, je peux vous demander de revenir un tout petit peu en arrière et je poserai la même question à Maître Waknin Melki. Quelle a été votre première réaction à vous, avocat des enfants, quand vous avez entendu la décision de la Cour de cassation? Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que ça a provoqué une réaction de colère? Quelle était votre réaction à vous, Francis Spinner? Je préfère que Muriel réponde parce que ma réaction risquerait d'être violente et après je risquerais de regretter ses propos. Maître Waknin Melki, comment avez-vous réagi de cette décision de la Cour de casse? Cette décision de la Cour de cassation, je pense que je me suis largement exprimée là-dessus. J'ai trouvé que c'était une décision qui n'était pas du tout courageuse. Et encore, je pèse mes mots. J'étais consternée, j'étais attristée, je n'étais pas en colère, j'étais déterminée à poursuivre.
Et je vois que les choses prennent la même direction, puisque nous aussi, du côté de l'organisation juive européenne, nous nous sommes rapprochés du ministère des Affaires étrangères en Israël, ce qui a conduit aux déclarations de ce jour du ministre des Affaires étrangères qui a fait part justement pour la première fois de son désarroi face à la décision de la Cour de cassation. Jusqu'à présent, Israël était resté en retrait. Nous avons fait savoir qu'il serait utile qu'Israël se positionne, c'est chose faite, et donc nous convergeons complètement avec mon confrère Spinner et Goldnadel. C'est une très bonne chose. Nous continuons à étudier, en ce qui nous concerne, le recours devant la Cour européenne, et nous y croyons aussi un peu. Donc nous verrons. Je ne suis pas dans les effets d'annonce. Je préfère qu'on avance un petit peu sur le fond. On va travailler tous ces éléments, et puis regarder quelles sont les pistes de droit. Et notamment, nous attendons des témoignages en fait qui ne seraient pas venus, qui n'auraient pas été portés à notre connaissance pendant le temps de l'instruction, puisque on va y revenir sans doute tout à l'heure. La juge d'instruction n'a pas véritablement enquêté, n'a quasiment pas enquêté dans cette affaire. Et depuis la médiatisation importante depuis la semaine dernière, des éléments nous parviennent. Il va falloir trier les éléments qui seraient susceptibles de nous permettre de réouvrir le dossier, et ceux qui malheureusement ne nous permettront d'aboutir à rien. Voilà. Donc ce sera aussi dans ce sens que nous travaillerons. Et puis je suis très heureuse d'entendre que nous pourrons enfin unir nos compétences avec mon confrère Spinner, mon confrère Goldnadel et tous les autres avocats qui sont investis dans ce dossier pour arriver enfin à ce que justice soit rendue à Sarah Halimi. Je vais tout de suite rendre le micro à Jean-François Strauff, mais donc c'est clairement de vous qu'est venue la décision, de vous, avocat des parties civiles, qu'est venue la décision de vous tourner vers une juridiction israélienne. C'était évident, on s'est tous posé la question, on a tous eu cette réflexion, et à partir du moment où effectivement la France ne veut rien entendre, il n'y a pas 36 solutions. Soit on arrive à obtenir devant une autre juridiction, que ce soit une juridiction européenne ou la juridiction israélienne, là où Sarah est enterrée, là où toute sa famille vit, ça fait presque bon sens, j'ai envie de vous dire. Et naturellement, on a tous pensé à cette idée-là, et je suis ravie de savoir que nous allons tous travailler dans cette direction, parce que j'y crois. Alors, j'aimerais à mon tour réinterroger Monsieur le Grand Rabbin de France pour avoir peut-être votre première réaction à ce que viennent de nous dire Maître Spinner et Maître Waknin-Melki, s'il vous plaît. Je trouve que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. J'en avais parlé avec Maître Spinner. Pas de cela, j'avais proposé qu'on puisse attaquer différemment, mais moi je fais entièrement confiance à la défense, parce que là il y a quelque chose d'essentiel, et je vais vous dire ce qui est essentiel. C'est que, interrogée hier par exemple sur LCI, la journaliste, à juste titre, a dit le meurtrier présumé. Tant que cette personne n'est pas reconnue par un tribunal quel qu'il soit comme meurtrier, elle est obligée d'utiliser cette circonvolution de langage qui lui interdit de dire ce que moi je peux dire, l'assassin du docteur Sarah Halimi. Et si vous permettez, je fais une petite incise, il y a deux choses qui m'agacent profondément. D'abord, que certains présentent cette dame comme une vieille dame. Je n'ai pas plus de 65 ans, mais j'estime qu'à 65 ans, on n'est pas une vieille dame, et ça donne le côté de une vieille dame fragile, il est arrivé, il lui a soufflé dessus, elle est tombée, elle s'est brisée en mille morceaux. C'est pas du tout comme ça. À 65 ans, on a toute sa santé, toute sa force. Et par ailleurs, elle était docteur. Et docteur, c'est une façon de dire oui, on ne respecte pas celles et ceux qui, en France, les policiers, les pompiers, les médecins, celles et ceux qui se dévouent pour les autres. C'est donc une femme qui, toute sa vie, s'est dévouée pour les autres. Et je pense qu'en l'appelant le docteur, et longtemps j'ai hésité, parce que quand je parlais d'elle, je parlais de Lucie Attal, c'est une jeune fille. Mais mettons Sarah Halimi, c'est le docteur Sarah Halimi. On rend en même temps hommage à tout son engagement, à tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'il y a d'altruisme dans la belle et magnifique fonction de docteur. Et donc, disais-je, je trouve très important qu'un tribunal, quelque part dans le monde, puisse dire, voilà, c'est lui son meurtrier. J'allais dire, comme le dit la Megillah, le texte du rouleau d'Esther, Aman Ara-Hazé, c'est lui, l'assassin. Et c'est une façon aussi de dire que, au fond, on le voit bien avec nos tribunaux français qui jugent parfois des affaires, des meurtres qui ont lieu partout dans le monde.
mais il n'y a aucune raison qu'un tribunal parfaitement démocratique, organisé avec une défense, ne puisse pas juger une affaire qui manifestement gêne, parce que je maintiens que, et je suis très heureux d'avoir obtenu, je crois en tout cas, la proposition que le président a faite au ministre de la Justice de changer la loi pour que quelqu'un qui se mette lui-même en état d'irresponsabilité, eh bien, soit au moins jugé. Mais je trouve quand même qu'on aurait pu établir les faits, établir les enchaînements des faits, établir ce qui s'est passé avant, les visites de mosquées, la radicalisation, établir tout ce qu'il y a eu avant. Et puis à un moment, on dit, bon voilà, les experts nous disent qu'il était irresponsable à ce moment-là, ok, mais au moins on a établi les faits. Je pense qu'on aurait pu faire cela sans tordre le droit, juste en interprétant. Je regrette que ce soit pas le cas. Je regrette que ce soit pas le cas par 3 fois. Première instance, appel et la cassation qui entérine la décision de la Cour d'appel. Mais je me dis, il y a peut-être quelque chose de plus grand et de plus fort que ce que les uns ou les autres peuvent dire. C'est la volonté du peuple. C'est une sorte de sentiment d'injustice. Et je le sens réellement. Et je sens surtout qu'il dépasse la communauté juive. Et c'est ce qui est rassurant. Par-delà le fait que le docteur Sarah Halimi était juive, il y a l'injustice profonde qui est faite à quelqu'un qui n'a même pas le droit à un procès. Rien n'est pire que ça. Je voudrais m'adresser à Patrick Klugman, si c'est possible. Maître Klugman, vous ne représentez personne dans cette affaire, même si je ne représente que moi-même. Voilà, je ne peux pas dire que vous ne soyez pas quelqu'un d'engagé dans ce débat. Est-ce que vous pensez également qu'on a le sentiment que justice n'a pas été rendue? Et quelle est votre réaction de juriste face à la solution qui a été choisie par vos collègues, Maître Spinner, Maître Nadel et Maître Waknin Melki? Déjà, je crois qu'aucun juriste sincère et sérieux ne peut être satisfait de l'arrêt de la Cour de cassation. On peut dire que la Cour de cassation a rendu une décision prudente, conforme à sa jurisprudence, mais le fait est qu'un drame épouvantable a eu lieu et qu'il n'y a pas eu de justice qui a été dite puisqu'il n'y a pas eu de procès et que, quelque part, cela manque terriblement. Et c'est un traumatisme épouvantable. Et le procès, il a un rôle dans la société. Il a un rôle vis-à-vis de l'accusé, il a un rôle pour les parties, bien entendu. Le procès a un rôle pour la société, ce qu'on appelle le rôle cathartique. Quand quelqu'un commet un crime, que la société se regroupe pour le mettre à un endroit et dire le droit et le juger, eh bien, il y a quelque chose qui s'apaise. Eh bien là, visiblement, et pour tout un chacun, c'est l'inverse qui se passe. La solution qui a été ingénieuse, qui a été trouvée, Francis Spinner et ses confrères sont des avocats. Et un avocat, c'est un combattant de l'intérêt qui lui est confié. Ils poursuivent le combat là où il peut être mené, comme il peut être nommé. Et de cela, il n'y a que, je dirais, admirer le fait qu'ils aient trouvé ce biais-là. Mais quelle tristesse. D'aller juger, d'aller chercher une juridiction étrangère pour tenter enfin de faire juger un crime commis en France. Quelle tristesse. Mais je salue quand même l'ingéniosité. Je rappelle quand même une chose amusante. Il y a quelques années, j'avais été saisi de l'intérêt d'un franco-israélien qui avait été enlevé par le Hamas, dont nous ne savions pas s'il était en vie. Et j'en avais parlé à un de mes amis avocats, qui s'appelle Francis Spinner, qui m'a dit « Portez plainte en France, c'est un franco-israélien, la justice française est compétente. » Et nous l'avions fait, et ça avait permis au président Sarkozy à l'époque de dire que l'un de nos concitoyens était menacé de mort, etc. etc. Donc, cette plainte avait eu cette vocation-là, en tout cas de protéger sa vie le temps que d'autres accords interviennent avec Israël et qui permettent sa libération. Donc, dans cette hypothèse-là, c'était la nationalité française qui avait permis finalement à un franco-israélien, mais qui était quand même beaucoup israélien, de lui garder la vie sauve. Là, c'est la justice israélienne qui va peut-être nous permettre enfin de dire le droit. Mais franchement, je ne décolère pas. Mais Klugman, le nôtre. Justement, à propos de cette colère, la décision de la Cour de cassation, on peut la regretter. Est-ce qu'on peut la comprendre? Est-ce qu'on peut, par exemple, émettre l'hypothèse que les juges de la Cour de cassation aient voulu mettre le bébé sur les genoux du législateur en disant « la loi est mal faite, nous ne pouvons que vous
vous portez vous transmettre la responsabilité de cette affaire. Vous me permettez un mot juridique là-dessus, sur l'arrêt de la Cour de cassation tel que nous le percevons. La Cour de cassation, elle a pris grand soin, y compris par un communiqué, ce qui montre qu'elle attache une importance particulière à sa propre décision, de dire, moi, Cour de cassation, je ne fais qu'appliquer ma propre jurisprudence. Il a été déclaré irresponsable par d'autres que moi et je ne peux pas y toucher. Ce sont ce qu'on appelle les juges du fond, et notamment la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris qui a confirmé les données recueillies auparavant. Et puisqu'il était, nous dit la Cour de cassation, puisqu'il était irresponsable au moment des faits, la Cour de cassation ne distingue pas le fait de l'irresponsabilité et notamment l'absorption de cannabis. Moi, Cour de cassation, je ne fais qu'appliquer ma jurisprudence et là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Donc la Cour de cassation, elle essaye de nous dire, moi, je ne fais qu'appliquer d'une part la loi, et on sait que la loi pénale est d'application stricte, et d'une part ma propre jurisprudence. C'est ce qu'elle a voulu dire. Pourquoi nous pensons que ce n'est pas sérieux comme analyse juridique? D'une part, nous sommes habitués à des interprétations très extensives de la loi pénale par la chambre criminelle, notamment dans ce qui concerne les infractions économiques, qu'il s'agisse de la prescription, qu'il s'agisse du délit de blanchiment, qui un beau jour est devenu par la Cour de cassation une infraction autonome, alors que le législateur ne le disait pas. Bon, nous sommes habitués à ce que le juge dise le droit, c'est le rôle prétorien, et la chambre criminelle sait se montrer particulièrement créative en la matière. Elle n'a cessé de le faire tout au long des dernières années. D'abord. Selon vous, pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas cette fois-ci? Alors, et ce qui est critiquable là, c'est effectivement qu'aucun des psychiatres, 7 ils étaient, je crois, n'a décelé de pathologie. Kobili Traoré n'est pas fou, et pourtant, il a bénéficié du traitement que l'on réserve aux fous. Et j'ai vu de nombreux confrères dire « mais comment on ne juge pas les fous, et heureusement qu'on ne juge pas les fous, et c'est au Moyen-Âge qu'on jugeait les fous, et ce sont les sociétés rétrogrades qui jugeaient les fous ». Mais je note qu'aucun juge et aucun docteur et aucun psychiatre n'a dit que cet homme était fou. Il a absorbé de la drogue, comportement volontaire, les effets hallucinatoires d'une drogue qu'il composait régulièrement l'ont mis dans un état où il a commis le crime qui lui est reproché. Et confondre l'usager de drogue et le malade, je crois que c'est un service à rendre ni aux malades, ni aux usagers de drogue. Et c'est en cela que la Cour de cassation n'a pas été sérieuse. C'est en cela qu'elle n'a pas été prudente, parce que la jurisprudence Traoré, elle insécurise le corps social. En cela, elle est éminemment critiquable. Vous avez d'un côté le principe de l'application stricte de la loi pénale. Vous avez aussi un principe constitutionnel, le principe de sûreté. On a fait prévaloir l'un par rapport à l'autre. Maître Klugman, laissez-moi vous poser encore une toute petite question. Ensuite, je rends le micro à Jean-François Strouff, qui va certainement demander à Maître Spinner et Maître Ouaknine Melki de réagir. Mais à votre avis, comment comprenez-vous cette décision de la Cour de cassation? Ils n'ont pas simplement sorti un papier du chapeau en se disant tiens, on va rester strictement sur le cadre de notre jurisprudence. Je pense qu'il faut laisser les avocats qui étaient dans le dossier s'exprimer. Mais pour ma part, je pense 2 choses que je voudrais dire. 1, le train, il avait déraillé bien avant que la Cour de cassation ne soit saisie. Et c'est quand on refuse la distinction entre le malade, le fou, le pathologique, qui peut être schizophrène, bipolaire, peu importe, délirant, et celui qui consomme de la drogue, mais qui avait déjà été jugé, je crois, 19 ou 20 fois, sans que la question de son discernement soit posée, c'est à ce moment-là que le train déraille. Et je vais vous dire un commentaire qui est politique, juridique et politique. Là où on a été lâché, et je dis le mot lâché, c'est par le ministère public. Et je crois, mais sous réserve de ce que mes confrères diront, à tous les niveaux de cette affaire. Le ministère public, c'est le parquet. Il représente la société. Il représente les parties lésées. Et on peut admettre, et nous voyons souvent, quand il y a des difficultés juridiques, que le ministère public sache pointer la difficulté juridique et en même temps dire au nom du corps social, au nom de la société, je vous demande d'entendre et d'aller, etc. Le ministère public aurait dû, dans cette affaire, être aux côtés des parties civiles, comme d'ailleurs c'est naturellement son rôle, j'ai envie de dire. Et à tous les stades. Donc je résume, vous dites que le train avait déraillé il y a longtemps. Et bien sûr, et je pense que le ministère public, jusqu'au parquet général de la Cour d'appel, et je crois celui de la Cour de cassation, n'ont pas été conformes au rôle que leur donne, j'ai envie de dire, la loi et la Constitution. Après, les juges du siège, ils ont un autre rôle. Entendu. Pour l'application du droit. Mais là, on a été lâché, je pense, c'est par le ministère public.
On reviendra là-dessus. Alors, François. oui, alors justement, je vais reprendre les termes de Patrick Klugman sur à quel moment les trains ont déraillé. Alors, j'ai lu et j'ai relu le texte de Johann Sfar et son interrogation dans laquelle il dit « Vous souhaitez convaincre les Juifs de France qu'on n'a pas tout fait pour éviter un procès pour crime antisémite, bon courage ». Et Johann Sfar de mettre en cause toutes sortes d'éléments de la procédure, non pas comme juriste, mais comme citoyen. Alors, selon vous, justement, à quel moment la procédure est sortie des rails? Et j'aimerais, si vous voulez bien, Maître Spinner et Maître Waknin-Melki, vous interroger sur quelques points qui sont restés extrêmement peu clairs à l'égard du public. Retard d'intervention de la police parce que les cris d'Allah Akbar ont laissé penser qu'il s'agissait d'un acte terroriste relevant exclusivement d'unités spécialisées. Y a-t-il eu dérapage ici? Y a-t-il eu sortie des rails? Est-ce que le refus de la reconstitution par le juge d'instruction, est-ce que là on est sorti des rails? Est-ce que l'allégation de prêche antisémite à la mosquée qui était relevée dans l'émission à laquelle Maître Waknin-Melki vous avez participé avec Alexandre Arcadi, est-ce que une suite a été donnée à l'affirmation que des prêches antisémites avaient entraîné l'assassin sur ce type d'action et de sentiments antisémites? Donc c'est très important. Est-ce que l'un de vous deux veut bien répondre à ces quelques questions? Maître Waknin-Melki? Oui, bien sûr. Alors, sur le rôle de la police, il y a de toute manière aujourd'hui encore des questions qui restent absolument entières. Nous n'avons pas eu la possibilité de comprendre ce qui s'est passé. On sait, parce qu'il y a des fiches, ce qu'on appelle les fiches Pégase au dossier d'instruction, qui nous précisent les horaires d'arrivée des différents effectifs de police. Il y a eu 3 effectifs de police qui sont arrivés sur place. J'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs, beaucoup de propos qui ont été tenus, et je profite du temps de parole que vous me donnez pour repréciser les choses et essayer d'être la plus objective possible parce que c'est important. Le calvaire de Sarah Halimi a duré entre 15 et 20 minutes. Le temps de présence des 3 effectifs de police a été évalué à 10 minutes pendant le temps de vie de Sarah Halimi. Ensuite, la police s'est maintenue sur place pendant 50 minutes avant d'interpeller Kobili Traoré. La première question qui s'est légitimement posée a été de savoir pourquoi est-ce que la police n'était pas intervenue. Nous n'avons pas d'informations précises là-dessus, nous n'avons pas eu d'éléments d'explication, et la juge d'instruction à qui nous avons demandé des explications sur ce timing et sur cette présence inefficace des forces de police ne nous a pas répondu. Alors après, on peut faire des déductions en fonction des éléments que nous avons dans le dossier, se dire que peut-être la police, en entendant Kobili Traoré réciter des sourates, a imaginé qu'un attentat terroriste était en train de se préparer, qu'effectivement il s'agissait de policiers de la BAC, donc pas suffisamment équipés, pas suffisamment armés pour intervenir sur une hypothétique attaque terroriste. Peut-être ont-ils cru que l'immeuble allait sauter. Il y a plein de questions en suspens. Nous, de notre côté, pour les avocats Bloch, Cohen, Benoît et Julie Buclamant, nous disons que dans cette affaire, il y a une question majeure sur le rôle de la police qui n'a pas à ce jour trouvé de réponse. Et effectivement, une reconstitution nous aurait permis de comprendre les errements peut-être de la police ou des ordres qui auraient été donnés par une hiérarchie. On sait qu'au dossier figure une mention à un moment donné sur un ordre qui aurait été donné par la hiérarchie ou en attente d'un ordre donné par la hiérarchie, et nous n'avons pas eu plus d'informations que cela. Le refus de reconstitution que vous avez évoqué tout à l'heure, Francis Spinner et mon confrère Klugman ne me contrediront pas sur ce point-là. En principe, dans les affaires criminelles, la reconstitution est quasiment systématique. C'est comme ça, on en a besoin, et c'est tellement nécessaire que systématiquement, en principe, les juges d'instruction y ont recours. La position de la juge d'instruction pour ce refus de reconstitution a été doublement motivée.
Sa première motivation a été de nous dire, il a reconnu, quel est l'intérêt d'une reconstitution? Sa deuxième explication a été de dire, j'ai peur, je redoute une décompensation de sa maladie psychiatrique, puisqu'à ce moment-là, elle pense que Kobili Traoré souffre encore d'une maladie psychiatrique, ce qui, par la suite, nous le saurons, était totalement erroné. Et donc, elle a craint que pendant la reconstitution, au moment où, par exemple, il passe d'un balcon à l'autre, eh bien, il se jette dans le vide. Mais, pour autant, elle a posé la question aux médecins qui suivaient Kobili Traoré à l'hôpital où il était interné, et ces médecins ont donné leur feu vert, ont donné leur aval pour sa présence à une reconstitution en indiquant simplement qu'il faudrait 2 infirmiers présents pour pouvoir encadrer Kobili Traoré. Donc cette reconstitution aurait tout à fait pu se faire. Et je tiens à préciser que nous avons fait appel du refus de la magistrate de procéder à cette reconstitution. Nous nous sommes donc retrouvés devant la chambre de l'instruction pour plaider la nécessité de cette reconstitution. Et je précise ici que pour ce point-là, l'avocat général à la chambre de l'instruction était de notre avis. Kobili Traoré lui-même avait donné son accord en indiquant pendant cette audience qu'il souhaitait offrir cela à la famille de Sarah Halimi. L'avocat de Kobili Traoré, Maître Bidnik, avait également donné son accord et contre toute attente, les 3 magistrats à la chambre de l'instruction ont confirmé le refus de la juge d'instruction d'instruire, ce qui nous a véritablement concernés, surpris, atterrés. Les prêches antisémites. Les prêches antisémites, nous travaillons dans d'autres dossiers, notamment dans un dossier qui sera au mois de juin audiencé au tribunal correctionnel de Toulouse pour des prêches tenus par un imam, l'imam Tataï pour ne pas le nommer, que nous avons fait traduire. Et donc, nous avons l'habitude des prêches, des sourates, et nous avons recours systématiquement à des traducteurs pour comprendre en fait les prêches qui sont évoqués ou prononcés soit dans des mosquées, soit lors de passage à l'acte. Et dans l'affaire de Sarah Halimi, une voisine a reconnu les sourates qui ont été prononcées par Kobili Traoré, c'est la sourate Al-Fatiha. Nous avons fait la traduction de cette sourate, que nous connaissions d'ailleurs par ailleurs, mais nous voulions être sûrs. Et dans cette sourate, c'est une sourate qui est particulièrement antisémite. Il n'y a pas une page, la sourate fait à peu près 92 pages, alors je ne suis pas du tout certaine qu'il ait récité les 92 pages, mais sur les 92 pages, à chaque page, vous avez quasiment un propos extrêmement virulent sur les Juifs, qu'il faut les poursuivre et qu'il faut aussi les tuer lorsqu'ils se cachent derrière les arbres. Donc, sur toutes ces mesures d'investigation que nous avons demandées à la magistrate, nous avons eu des refus. Nous avons plaidé cela devant la chambre de l'instruction et nous avons tout de même eu cet arrêt d'irresponsabilité pénale. Voilà. Je voudrais simplement préciser un point pour rebondir sur ce que mon confrère Klugman disait tout à l'heure. Je tiens à préciser que le docteur Bensussan, qui a donné la deuxième expertise, ce collège d'experts qui a affirmé de manière certaine qu'il s'agissait d'une abolition du discernement, je tiens à préciser qu'ils avaient considéré qu'il y avait bien une bouffée aiguë délirante. Tous les experts interrogés dans ce dossier confirmaient tous la bouffée aiguë délirante, mais le docteur Bensussan et son collège d'experts, eux, considéraient que c'était inaugural d'une maladie schizophrénique. Et lors de l'audience devant la chambre de l'instruction, sur question, il me semble bien, du confrère Spinner, le docteur Bensussan a précisé qu'il s'était trompé, qu'il n'y avait pas de maladie psychiatrique, qu'il n'y avait pas de maladie schizophrénique. Et évidemment, nous aurions pu, et nous l'avons plaidé ensuite, remettre en cause finalement toute cette expertise, puisqu'il y avait une erreur manifeste dans le diagnostic qui était posé, et qu'il était pour le moins curieux de retenir une partie de l'expertise, et puis finalement de se défausser de l'autre partie. Donc toutes ces choses-là ont été plaidées largement devant la chambre de l'instruction. La distinction entre l'opposition entre les différents parquets, le parquet le procureur de la République et le parquet général, a été aussi une source d'étonnement pour nous, les avocats du dossier, et pour tous les acteurs du dossier sur le plan judiciaire, puisque à un moment donné, on a eu une position du parquet, du procureur de la République, qui était de dire il y a une responsabilité pénale avec une altération du discernement, donc un possible procès d'assises, et par contre une position du parquet général qui, lui, considérait que c'était une abolition totale et donc pas de procès devant une cour d'assises. Est-ce que je peux demander à Maître Spinner
s'il veut bien compléter ce que vient de nous dire Maître Waknin Elki, s'il vous plaît. Sur l'intervention de la police, mon avis est beaucoup plus réservé parce que je vois mal dans les conditions de temps et des circonstances comment la police aurait pu intervenir. Je rappelle qu'on a quelqu'un qui commence, pas par une prise d'otage, mais en tout cas, il est dans un appartement avec des gens, on ne sait pas s'il est armé, on ne sait pas combien il y a de personnes, on ne connaît pas les lieux. Ceux qui connaissent les types d'intervention, type RAID ou GIGN, savent que ça ne se monte pas en une demi-heure. Donc là-dessus, je suis plus réservé sur la critique de la police. En revanche, sur la reconstitution, c'est un point capital du dossier. Pourquoi? Parce que M. Traoré est dans l'appartement des Diarra, et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire pourquoi il enjambe, comment il enjambe, alors qu'on sait qu'il va chez sa voisine, il explique qu'il y a une fenêtre ouverte, qu'il ne sait pas où il va, et la reconstitution aurait permis de confronter la matérialité des situations par rapport à son discours. Et en ce sens, la reconstitution, elle était d'autant plus utile que quand bien même M. Traoré, ça arrive souvent dans les reconstitutions, l'accusé refuse de jouer son propre rôle, et à ce moment-là, on pouvait mettre M. Traoré avec ses infirmiers et ses menottes, et sur ces simples indications, un policier pouvait jouer son rôle. Donc techniquement, ce refus de la reconstitution, c'était le refus de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Ensuite, ce qu'a dit Muriel est vrai. J'avais posé la question au docteur Bensoussan en lui disant « Mais comment vous pouvez dire qu'il est schizophrène, puisque son attitude à l'audience, M. Traoré à l'audience de la chambre de l'instruction, n'était pas quelqu'un de fou, il comprenait parfaitement ce qui se passait, il s'expliquait d'une manière intelligible, c'est pour ça que je suis agacé quand j'entends dire on ne juge pas les fous, M. Traoré n'est pas fou. Et d'ailleurs, moi je pose une question à mon tour, j'aimerais qu'aujourd'hui, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous dise très exactement où en est M. Traoré. Dans quel service est-il? Dans quel hôpital est-il? Et quels soins il reçoit? Et je suis persuadé qu'on saura que M. Traoré n'est pas interné dans une unité de gens schizophrènes, de gens dangereux, qu'il est dans un hôpital et qu'il ne reçoit en réalité quasiment aucun soin puisqu'il n'est pas fait. Et ce qui est étonnant, c'est que la chambre de l'instruction, alors que M. Bensoussan dit « Oui, je me suis trompé sur la schizophrénie, mais ça n'impacte pas le reste de mes conclusions sur la bouffée délirante », la chambre de l'instruction va recopier, je n'ose pas dire bêtement, car les magistrats ne recopient jamais bêtement, mais la chambre de l'instruction, si vous relisez l'arrêt, que j'ai encore sous les yeux, refait mention de ce danger schizophrène. C'est-à-dire que manifestement, ils n'ont pas écouté tout ce qui se disait à l'audience. Et donc, la question des expertises, en réalité, se pose, parce que là aussi, nous n'avons jamais eu de réponse satisfaisante sur une question très simple. Au moment où M. Traoré va défenestrer Sarah Halimi, il va expliquer à la cantonade, c'est entendu, c'est rapporté par de nombreux témoins, qu'elle est en train de se suicider. Eh bien, moi, je dis que quelqu'un qui a conscience de commettre un meurtre et qui veut le dissimuler en parlant de suicide n'est plus à ce moment-là dans l'état de la bouffée délirante. Et les réponses qui ont été apportées par les experts sont très faibles pour expliquer justement ce simulacre de défense, et elles ne sont pas satisfaisantes. Et donc, même la bouffée délirante que les 3 collèges d'expertise reconnaissent d'une manière unanime, pose question, à mon avis, et n'est pas établie. Et de ce point de vue, en réalité, si on regarde bien les 3 expertises, le docteur Zaguri dit altération, l'inénarrable docteur Bensoussan, sur lequel un jour nous reviendrons, qui vient de essuyer une forte déconvenue en Suisse. Je vous invite à lire le journal Le Temps daté du 20 avril, où M. Bensoussan a accepté de faire une expertise privée et qu'il a expliqué que les 3 enfants qui se plaignaient d'attouchements sexuels racontaient n'importe quoi, et le tribunal, la cour d'appel du tribunal de Vaud a expliqué que le docteur Bensoussan mélangeait les genres et était dans la confusion et avait des attendus très sévères. Parce qu'encore une fois, la psychiatrie n'est pas une science exacte, et M. Bensoussan n'est pas la vérité révélée en psychiatrie. Je referme la parenthèse. Et donc, M. Bensoussan disait pas d'altération, abolition du discernement. Et Coutenceau disait la question de l'altération peut se poser. Eh bien, lorsqu'il y a 3 expertises qui sont contradictoires, en réalité, il n'y a pas une unanimité des experts,
En général, on renvoie devant la cour d'assises pour que la cour d'assises tranche. Et je suis très étonné que la chambre de l'instruction ait parlé de cet unanimisme. J'ajouterai enfin, puisque je vais revenir sur l'arrêt de la Cour de cassation. En réalité, que disent les experts? Ils se posent tous la question de l'origine de la bouffée délirante. Ce qui montre bien que l'origine du trouble psychique est au cœur des débats. Et les trois répondent. Bensoussan répond « Oh, comme on ne sait pas, le malheureux ne pouvait pas savoir les effets néfastes du cannabis à ce point-là, on va maintenir l'abolition. » Jagueri dit « Il est conscient de prendre des produits illicites, il doit en avoir les responsabilités. » Et M. Coutenceau, j'allais dire dans le même temps, pour reprendre une expression à la mode, dit « Oui, c'est vrai. » Et la Chambre de l'instruction elle-même, dans son arrêt, dit « Les circonstances que la bouffée délirante soit d'origine exotoxique ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble ayant aboli son discernement. » Et là, ce serait la position de la Cour de cassation. Sauf qu'ils ajoutent ceci, puisqu'aucun élément du dossier d'information n'indique que la consommation de cannabis par l'intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse amener une telle bouffée délirante. Donc, les trois experts et les magistrats de la Chambre de l'instruction se sont bien posé la question de l'origine et ils y ont répondu en disant qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Et donc, quand la Cour de cassation dit « Ah, mais la loi, elle ne nous permet pas de distinguer l'origine », en réalité, la Cour de cassation décide de ne pas prendre ses responsabilités en renvoyant aux politiques en disant « La loi est mal faite ». Mais ils pouvaient parfaitement trancher ce débat parce que ça s'appelle la jurisprudence et rien ne les interdisait. Et la vérité, c'est que la Cour de cassation ne sanctionne même pas la Chambre de l'instruction qui se pose la question qu'elle ne se pose pas et elle prend une décision qui est une décision d'esquive sur un dossier particulièrement dramatique. Et je n'ose espérer que les magistrats de la Cour de cassation n'aient pas fait ça pour répondre au président de la République qui avait dit qu'il y aurait un procès et que pour affirmer d'une manière épidermique leur indépendance en le contredisant. Je voudrais poser une question au grand rabbin de France. Monsieur le grand rabbin, depuis une quinzaine d'années, il y a eu toute une succession de crimes qui maintenant sont reconnus antisémites. Je pense par exemple à l'affaire Ilan Halimi. Et il a fallu des semaines, en tout cas, des mois, je ne sais pas, mais il a fallu des semaines avant que l'étiquette antisémite soit posée. Est-ce que vous partagez le sentiment de beaucoup de juifs en France que l'institution, que ce soit la police, que ce soit la justice, ont du mal avec la nouvelle délinquance antisémite? Je ne sais pas si le terme est juste, mais avec la nouvelle violence antisémite qu'on a observée en France ces dernières années. Je pense que nouvel antisémitisme ou ancien antisémitisme, c'est la même haine, ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes victimes. Et en fait, l'antisémitisme est un virus mutant qui s'adapte à toutes les évolutions du monde et de la société. Et il faut le combattre de la même façon. La question que vous posez, au fond, c'est, imaginons que l'assassin, moi je ne prends pas les précautions des uns des autres, l'assassin ait été un suprémaciste d'extrême droite, est-ce qu'il y aurait eu la même pardon, je partage absolument, puisque je l'ai écrit dans mon article la semaine dernière dans le Figaro, la proposition, l'idée, le sentiment, disons, de Maître Spinner, à savoir, oui, c'est parce que je pense que le président de la République a dit qu'il y avait un besoin de procès que les magistrats se cabrent. Oui, je pense que c'est parce que les avocats ont demandé, et poussés par l'opinion publique, la reconstitution et le fait que ce soit évidemment un meurtre, un crime antisémite, que les magistrats, à tous les niveaux de la hiérarchie, à tous les niveaux, se piquent de vouloir démontrer leur indépendance en sacrifiant à la fois ce besoin de justice que vous avez très joliment illustré par ce verset de la Bible, Tzedek, parce qu'il faut le répéter, la justice tu rechercheras, parce que c'est un effort permanent. Et la justice, ça veut dire
il n'y a jamais un état parfait de justice. Il faut toujours chercher la justice et continuer à le chercher. Et j'ai le sentiment que alors, vous cherchez combien? C'est 10 mois. Il a fallu attendre 10 mois dans l'affaire du docteur Sarah Halimi pour que ce soit reconnu. Et moi, j'ai fait confiance au système judiciaire en disant, tant que les magistrats n'établissent pas un assassinat antisémite, alors on attend de voir, c'est pas antisémite. Mais quand ils ont reconnu, quand l'instruction, vous l'avez dit, les avocats l'ont dit, il n'y avait pas une instruction complaisante, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand l'instruction établit que c'est une agression antisémite, c'est-à-dire un acte pensé, j'ai du mal à comprendre comment on m'explique après que c'est irresponsable et donc un acte non pensé. C'est ou un acte pensé, et donc il est irresponsable, ou un acte non pensé, et alors il ne peut pas être antisémite. C'est ou l'un ou l'autre, c'est pas les deux en même temps. Et on pourrait me dire, alors, oui, mais au début c'était antisémite, et après, au moment de l'assassinat, c'était irresponsable, dans la fameuse bouffée délirante. Mais là, je reviens à l'interprétation qu'a donnée Maître Spinner, qui est de dire, non, cette bouffée délirante, elle vient de quelque chose, elle vient, les avocats le savent mieux que moi, du candélabre qu'il voit, etc. Donc, le stimuli extérieur qu'il interprète parfaitement comme étant significatif du fait que le docteur Sarah Halimi est juif. Et Maître Ouakni-Malki le disait très justement tout à l'heure, la reconstitution aurait été une façon claire de montrer comment il s'oriente, comment il va, comment il décide de faire les choses. Et il faut expliquer ça. La seule raison que je vois, c'est une sorte de refus de se laisser imposer quelque chose. Mais moi, j'ai le sentiment que l'humilité devrait être aussi l'apanage des magistrats et d'accepter, non pas vox populi, parce que ce que je voudrais vous dire, et quand vous me posez la question sur le nouvel antisémitisme, c'est qu'au-delà de la communauté juive, et vraiment j'insiste, au-delà de la communauté juive, j'ai eu l'honneur de servir dans les armées, et je puis vous garantir que tous les militaires que j'ai fréquentés n'étaient pas juifs. Mais le nombre de militaires de tout grade qui m'ont envoyé des messages en me disant « on ne comprend pas cette décision ». Le nombre de hauts fonctionnaires, de très hauts fonctionnaires, qui m'ont envoyé ce type de message. On ne comprend plus notre justice. Et, pardon de vous le dire, enfin, il y a un projet de loi du gouvernement porté par le garde des Sceaux qui vise à rapprocher la justice des citoyens. C'est bien qu'il y a un problème. Et donc, cette terrible circonstance est une sorte d'acmé, d'incompréhension de la justice dans la façon qu'elle a d'apprécier les situations, de répondre à l'attente de Tzedek Tzedov. Moi, je reviens à ce que disait Maître Spinner. Au fond, ce que vous nous disiez, Maître, c'est que peu importe ce qui se passe à l'audience, peu importe ce que les gens disent à l'audience, les textes sont pratiquement faits d'avance. Et il y a peut-être un théâtre qui se joue à l'audience, et qu'au fond, les magistrats n'entendent pas que l'un de leurs experts est capable de dire « je me suis trompé ». Souvenez-vous, puisqu'on parle des experts, d'une phrase horrible, mais tragiquement juste, d'un des experts dans l'affaire d'Outreau. Il avait dit « si on me paye comme une femme de ménage, je rendrai une expertise de femme de ménage ». C'est d'ailleurs très vexant pour les femmes de ménage qui mettent, je vous assure, beaucoup d'entrain à faire en sorte de bien accomplir, quels que soient les salaires qu'elles reçoivent, de bien accomplir leur mission. Mais cette phrase est tragique sur l'implication des uns et des autres, en particulier des experts. Et il faut poser, à mon sens, la question, mais seuls les avocats ou seuls des magistrats pourraient répondre à cette question. S'il y a 3 expertises, et moi j'ai parlé très longuement avec l'expert Zagouri, qui me dit, moi je suis convaincu qu'il y a altération. Quand on dit altération, c'est qu'il y a quand même une forme de compréhension de ce qui se passe. Alors au moins sur ce doute, est-ce qu'on ne peut pas dire que le doute profite à la possibilité pour l'ensemble de la société d'avoir un procès? Oui, Tzedek Tzedov, je constate les choses. J'aurais préféré que ce soit autrement, mais une fois que je constate les choses, et peu importe le sentiment que j'ai, évidemment, je récuse toute accusation d'antisémitisme des magistrats, absolument non. En revanche, il y a parfois
l'incompréhension de ce que la société peut ou ne peut pas accepter. Et quand la société dit on n'accepte pas, on veut la comprendre, eh bien la justice, les magistrats devraient aussi entendre ce cri sourd qui sort du peuple pour le transcrire en acte juridique. C'est-à-dire que, juste revenir sur ce que vous dites, donc pour vous, il est clair que c'est à la justice de tirer les conséquences du fiasco auquel on est en train d'assister. Je vous pose la question, pardon, je pose la question aux avocats qui sont avec nous. Pardon, hein. Quelle a été là, je ne vous demande même pas la conséquence du fiasco terrible de trop? Le magistrat a continué une carrière, alors il n'est peut-être pas devenu garde des Sceaux, mais il a quand même continué une carrière. Quelles conséquences il y a eu pour le changement des lois? Lesquelles? Voilà. Il n'y a pas de système de... Je ne sais pas comment fonctionne l'inspection générale des services judiciaires, mais j'ai le sentiment que personne n'ose dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, je voudrais intervenir sur un point parce qu'on nous a dit que finalement c'était scandaleux. On voulait à tout prix faire juger les fous et qu'en France on ne juge pas les fous. Cette affirmation est scandaleuse parce que ça n'a jamais été notre propos. Je rappelle que si M. Traoré avait été renvoyé devant la cour d'assises, comme nous le souhaitions, c'est la cour d'assises qui aurait pu juger, après un débat public complet et contradictoire, si M. Traoré était pénalement responsable ou pas. Et la cour d'assises aurait pu dire « Eh bien, nous estimons que M. Traoré n'avait pas conscience de ce qu'il faisait compte tenu de son état. » Donc, on ne demande pas qu'on juge les fous. On demande que la justice aille jusqu'à son terme dans un processus transparent, public et contradictoire. Et donc, cette accusation de dire « vous voulez juger les fous » est scandaleuse. J'ajoute enfin que ceux qui ont vu M. Traoré à l'audience de la Chambre de l'instruction ont vu qu'il était parfaitement capable de subir un procès, qu'il était capable de le suivre, d'en comprendre les enjeux et qu'il était en pleine possession de ses moyens intellectuels pour se défendre. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on veut juger les fous. Il s'agit de dire on voulait simplement le droit à la justice en France. C'est pour ça que j'ai dit qu'on avait volé la justice à la famille de Sarah Halimi. Je voudrais juste apporter une précision. Monsieur le grand rabbin de France, je souhaitais rebondir en fait sur un élément que vous avez évoqué et qui me parle en fait. C'est finalement le peu de cas qui a été fait de ce dossier par la justice, qui s'est illustré certes par les carences de l'instruction qu'on a déjà longuement évoquées ce soir, mais également je voudrais porter à la connaissance des gens qui nous suivent ce soir que devant l'audience à la Chambre de l'instruction, dans une affaire aussi importante, où il y a autant d'opinions divergentes que d'experts, la Chambre de l'instruction n'a pas jugé utile de prendre des notes d'audience dans une affaire pareille. Alors, il n'est pas d'usage que la Chambre de l'instruction prenne des notes d'audience habituellement. En revanche, dans les affaires dont on sait que vraisemblablement un pourvoi sera formé devant la Cour de cassation et je crois qu'on n'avait pas vraiment caché nos velléités d'aller jusqu'au bout des procédures en France, eh bien, nous, quand nous sommes partis après la décision pour prendre connaissance de ces notes d'audience, nous avons appris que finalement, dans cette affaire, on avait estimé que ce n'était pas utile. Et donc, pas de notes d'audience, et donc finalement, pas de traces écrites de ce que le docteur Bensusan s'était trompé, et que son collège d'experts s'était trompé, et qu'il l'avait reconnu pendant le temps de cette audience. Et ça illustre aussi une volonté finalement de ne pas juger, de ne pas vouloir bien faire, de ne pas vouloir bien rendre la justice. Et vous ne pouvez pas savoir, monsieur le grand rabbin, comment ça fait écho avec quantité d'autres affaires que nous avons à connaître, des avocats qui combattent à mes côtés l'antisémitisme à l'OJE. On sait, on a l'habitude. On a l'habitude des dossiers qui sont perdus, des plaintes qui sont égarées, des difficultés à retrouver des retranscriptions, des difficultés à récupérer des enregistrements vidéo de surveillance. On est confronté régulièrement à finalement peut-être ce désintérêt
cette volonté de ne pas voir l'antisémitisme, de ne pas avoir à en connaître et de ne pas avoir à en juger, de ne pas s'impliquer. Et est-ce que ça arrive pour d'autres affaires? Bien sûr. Alors, dans d'autres affaires, sans la circonstance aggravante d'antisémitisme? Oui. Est-ce qu'on peut perdre aussi des enregistrements ou est-ce que c'est l'état dégradé de la justice qui finalement n'assume pas cette responsabilité par rapport aux citoyens? Alors, excusez-moi, on va reprendre le fil quelques secondes. Avant de laisser parler Patrick Lugman, à qui je vais tout de suite donner la parole, je voudrais faire une remarque. Du scope des victimes d'antisémitisme en France, des victimes qui ont été assassinées pour des raisons antisémites, il y a Sébastien Selam en 2003. Est-ce que le fait que son assassin n'ait pas été reconnu coupable, et ce serait à charge dans l'affaire Sarah Halimi pour ceux qui n'ont pas voulu trancher, est-ce que le fait qu'il n'y a pas eu de jugement fait qu'on a oublié Sébastien Selam, Maître Klugman? Déjà, évidemment, quand il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de déclaration de culpabilité, il n'y a pas de déclaration de culpabilité, il n'y a pas d'affaire. Et là, on a Selam ou Halimi, on a des qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des cadavres juifs, probablement assassinés d'une manière ou d'une autre en raison de leur judaïsme, sans qu'il n'y ait eu de sanctions pénales pour les auteurs. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas dire autre chose, on peut le commenter, mais c'est la réalité. Il y a ces cadavres qui s'accumulent. Mais juste trois petits mots. D'abord, l'expertise judiciaire. On s'adresse à des experts pensant qu'ils détiennent une part de vérité objective. Les experts judiciaires, les psychiatres, ils sont peu nombreux, on les connaît régulièrement, et ils sont connus. Je veux dire, il y en a qui sont connus pour être marxistes, il y en a qui sont connus pour être répressifs. Et d'ailleurs, les policiers, quand ils ont besoin d'une expertise, selon, parce que parfois ça arrive dès le stade de l'enquête de police, ils vont nommer tel expert, Peretti, je sais pas quoi, ils savent très bien ce qu'ils auront derrière. Donc, toute la justice fonctionne comme ça, selon ce qu'on veut, on va chercher tel ou tel expert. Et l'expertise judiciaire, psychiatrique, c'est une faillite absolue. Absolue. Et d'ailleurs, si vous voulez en chercher le réquisitoire le plus dur, vous allez chez Foucault et vous verrez qu'il a écrit que l'expertise psychiatrique judiciaire fait injure à la fois à l'expertise et à la psychiatrie et même à la notion de médecine. Et l'affaire Sarah Halimi, on s'en serait passé, mais Muriel Melki et Francis Spinner viennent de le démontrer, et on est le tombeau. Voilà, on est le tombeau. On a le juge qui se cache derrière l'expert qui se contredit avec l'expert, et donc la justice qui s'arrête. Bon. Alors, moi, je voudrais juste ajouter une petite précision. Pardon, Muriel. Ah, pardon, je pensais que tu avais terminé. Ça m'intéresse d'aller au-delà de l'affaire Halimi. Nous constatons que dès lors que cette circonstance aggravante est évoquée, ou j'ai envie de dire évocable, il y a un raidissement, il y a une réticence, il y a de la part des avocats qui sont du côté des parties civiles de nombreuses difficultés. C'est un constat empirique que je fais, quelle que soit la gravité de l'affaire. Il y a une affaire que Melki connaît bien, qui s'est passée il y a quelques jours à Sarcelles, qui est très intéressante. Vous avez un jeune Pakistanais sans papier, sans domicile fixe, qui est interpellé, d'ailleurs par le SPCJ avant d'être interpellé par les forces de l'ordre, avec une lame de 30 cm, en train de se diriger vers 3 jeunes juifs à Kippa, à Sarcelles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est une lame de rasoir, 30 cm sortie, il est en cours de l'action. Il est interpellé, on le met d'abord en dégrisement parce qu'il était alcoolisé, et à l'issue de sa garde à vue, il est orienté vers les comparutions immédiates du tribunal de Pontoise. Vers les comparutions immédiates. Là, on juge le vol à l'étalage et la conduite en état d'ivresse. C'est un acte de terrorisme, en tout cas, on aurait pu le qualifier comme tel, mais ça n'intéresse personne. On arrive au tribunal et on dit au procureur, vous ne croyez pas qu'il y ait une difficulté? Non, franchement, je ne vois pas, écoutez, voilà. Et il est jugé, je crois, pour menace. Bon, heureusement, on hurle, la présidente constate qu'il y a un problème, elle renvoie vers l'instruction, ce qui est assez rare. Le magistrat instructeur fait à peu près le travail et en tout cas saisit un juge de la liberté de la détention, c'est-à-dire qu'il veut incarcérer l'individu, qui est quand même particulièrement dangereux et qui est passé à l'acte.
Que fait le juge de la liberté de la détention s'agissant de quelqu'un qui n'a pas de domicile? Eh bien, il le relâche. Il le relâche. Un type qui a sorti une lame de 30 cm et il le lâche dans la nature. Ça demandait bien des efforts auxquels d'ailleurs Muriel Melki et son association est associée. Non, pardon, Patrick, je précise juste que non seulement il le relâche, mais que le président de la communauté de Sarcelles m'appelle pour me dire, écoute, c'est incroyable, il est à nouveau devant la synagogue, la rage me prend, je préviens à très haut niveau, y compris le préfet, qui envoie le faire toper par la police. Le préfet reprend une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, parce que la précédente, datée de 2 ans, et n'ayant pas été appliquée dans les 12 mois, était inapplicable. Et enfin, il a été extradé, oui, il y a 3 jours. Exactement au même moment où le livreur Deliveroo de Strasbourg qui refusait de livrer les Juifs, les clients juifs, a été expulsé vers l'Algérie. Donc, moi, ce que je vois là, c'est, tu as raison de dire qu'il y a vraiment de graves dérèglements d'appréciation des situations qui sont dramatiques. Ce bonhomme aurait pu repasser à l'acte. Je prends des exemples pour rien avoir. Tribunal correctionnel, cour d'assises. Je veux dresser un panneau. Je veux qu'on entende ça. Quand il y a un type qui fait 23 croix gammées, et je crois que c'est une audience où Muriel était, je crois. Moi, je n'y étais pas. Et 23 croix gammées dans Paris. Et le procureur dit, bon, quand même, il n'a pas tagué une synagogue. Je ne suis pas bien sûr que c'était antisémite. Le procureur de la République, en audience. Non. Et pour autant, on va quand même déclarer que le type était pénalement irresponsable. Il savait taguer une croix gammée, mais il sera déclaré irresponsable. Et là, je dis qu'on a quand même un petit problème entre l'appréhension par la magistrature de ce qu'est l'antisémitisme, de son histoire, de ses victimes. Et je pense vraiment qu'il y a une action de sensibilisation à faire. Chaim, je te le dis, grand rabbin de France, j'espère pour encore 7 ans bientôt, il y a une action de sensibilisation à faire du ministère public. Parce que alors, attends. Alors, Patrick, vraiment, Patrick, je veux aller dans ton sens. D'abord, cette affaire-là, c'était 23, c'était 63, un bonhomme de 63 ans. Donc, on ne parle pas d'un gamin qui a une altération du jugement ou une abolition, qui fume des cigarettes étroites d'un côté, large de l'autre. On parle d'un fonctionnaire un fonctionnaire territorial de 63 ans qui a pris dans cette affaire 6 mois de prison avec sursis. Le avec sursis est un scandale parce qu'il n'y a aucune réparation. Moi, je te l'aurais obligé à nettoyer les rames de métro pendant 6 mois ou 6 ans. Je l'aurais obligé à réparer quelque chose dans la société. Donc, il y a manifestement quelque chose de l'ordre de l'incompréhension de ce que devrait être la mobilisation de l'ensemble de l'État dans ce que moi j'appelle, avec le CRIF, avec le président de Confort, avec tout le monde depuis longtemps, nous voulons que la lutte contre l'antisémitisme soit déclarée grande cause nationale. C'est-à-dire un appel réel à mobiliser tout le monde. Maintenant, ce que nous disons là, sur cette affaire tragique, les policiers le disent en disant, nous on ramasse les petits, on les livre à la justice, et puis si c'est à Bobigny, ils sont relâchés tout de suite, et si c'est ailleurs, ça peut être un peu plus, mais ils sont relâchés de toute manière. Donc en fait, ils ont l'impression d'écoper sans limite, sans fin, le tzedek, ça devient tzedek. Je veux bien qu'il y ait l'obligation de refaire les choses, mais 100 fois l'ouvrage sur le métier, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose d'éreintant au sens qu'on se dit, pourquoi on lutte. Et voilà pourquoi, dans cette affaire vraiment, celle dont tu as parlé de Sarcelles, la rage m'a pris et j'estimais qu'il en allait, c'était une affaire symbolique. Moi, j'estimais qu'il était dangereux, de la même façon que celui qui est venu avec un couteau devant une école à Marseille, eh bien, toujours aussi topé par le SPCJ, remis à la police, eh bien, là, il y a eu des conséquences. La préfète est venue, il y a eu quelque chose. Là, si on n'appelle pas, si on ne dit pas, il s'était retrouvé devant la synagogue, à nouveau. Franchement, pour quelqu'un qui n'a pas de domicile, je le sentais tourner quand même beaucoup autour de la synagogue de Sarcelles. Donc, il fallait vraiment alerter à plus haut niveau. Le problème, c'est pas le plus haut niveau, qui a toujours eu, et vous le savez très bien, à tout niveau politique, le plus haut niveau entend ce que nous disons. Le problème, ce sont les magistrats. Le juge d'application des peines, le juge d'exécution des peines, le juge d'instruction, le juge des comparaisons immédiates, qui en a tellement et qui voit tellement de choses. Je crois qu'il faut qu'on arrive à faire percevoir l'urgence de traiter l'antisémitisme avec une extrême fermeté.
Monsieur le grand rabbin, je vais rebondir sur ce que vous dites et avant qu'on passe aux questions du public, est-ce que vous pensez que le changement dans la loi qui vient d'être annoncé à la fois par Gérard Darmanin, sous-entendu par le président de la République, est-ce que vous pensez que c'est important ? C'est pas sous-entendu par le président de la République, puisque clairement, à ma demande dans l'article du samedi, il répond lundi, oui, je demande ça au garde des Sceaux. Et j'ai bien vu que les services du garde des Sceaux m'ont appelé pour voir exactement comment je voyais les choses. Je vous signale à toutes fins utiles qu'il y a eu une proposition, c'est-à-dire par un parlementaire à l'Assemblée, il y a eu même 2 propositions distinctes, et il y a eu, par ailleurs, une proposition au Sénat par M. Roger Carotti. Je précise, par ailleurs, et là, je veux rendre hommage aux avocats, en particulier M. Spinner, qui a bien expliqué les choses sur nos amis les experts, que sentant bien le problème, et suite d'ailleurs à un article que j'avais fait il y a plus d'1 an concernant déjà cette affaire, j'avais été reçu par la garde des Sceaux de l'époque, Mme Nicole Belloubet, en lui expliquant que c'est pas possible que le bonhomme il soit antisémite et irresponsable. Ça n'existe pas. Je veux bien faire beaucoup de casuistique, je veux bien faire du Talmud, je veux bien faire du jésuitisme, tout ce que vous voulez, mais j'arrive pas à le comprendre. Là-dessus, je vous signale que la ministre a lancé une mission d'études parlementaire, écoutez bien, sur la construction de la responsabilité ou de l'irresponsabilité pénale. C'est bien que l'État, le ministre, en l'occurrence c'était la ministre de la Justice, la garde des Sceaux, a conscience qu'il y a un problème. Donc on ne vient pas nous hurler en disant c'est scandaleux parce qu'elle est juive. C'est la ministre qui dit on a un problème avec les expertises qui sont, comment je dirais pudiquement le mot, aléatoires. Vous aimez ça, aléatoires? Elles sont aléatoires, voilà. Donc, je vais demander rapidement aux différents, à Maître Waknin, à Maître Spinner, est-ce que vous pensez que les choses vont avancer au moins d'un tout petit peu grâce à ce changement dans la législation? Ce que je constate en tout cas, c'est que ce texte avait déjà été envisagé à l'époque de Sébastien Selam. Et même avant, puisqu'il y avait eu une décision, je crois, antérieure, où on avait évoqué la possibilité de modifier ce fameux article 122-1. Peut-être que finalement ce projet va aboutir. Il n'y a pas d'annonce du président Macron, il n'y a rien de surprenant dans l'annonce. Et c'est vrai que ça m'ennuie un petit peu que ce soit présenté comme la nouvelle qui suit la décision de la Cour de cassation. Ça fait plus d'1 an et demi que des gens travaillent sur ce texte, à la rédaction de ce texte, et on savait qu'il serait dans les tuyaux. Alors, est-ce que le texte verra le jour? Non, pardon. Là, ce vers quoi s'oriente le garde des Sceaux, c'est en fait non pas l'intégrer dans le projet de loi qui est en débat à l'Assemblée, mais créer une loi ad hoc. Oui. Donc, d'abord pour lui donner du poids, pour lui donner, pas noyer cette décision dans un fatras de plein d'autres choses, mais lui donner du poids. Et je trouve que c'est un geste fort. En tout cas, pour moi, ce n'était pas juste de manière anodine, c'était vraiment une réponse très claire du président. J'ai demandé au garde des Sceaux de faire ce qu'il faut. Et les propositions de loi de Guillaume Larrivé, par exemple, de Carotti, sont très claires. Une ligne, on laisse l'article dont vous parliez absolument en l'état et on rajoute sauf si. Oui, ok. Mais bon, on verra. Mais je reste convaincue quand même dans ce dossier-là, dans l'affaire Sarah Halimi, qu'il y a eu beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. Et finalement, on en arrive à ce résultat catastrophique. Donc, je ne sais pas si ce projet aboutira. J'espère qu'il aboutira parce que ça permettra de régler une partie, mais ça ne réglera pas tout. Parce que pour moi, et j'en suis convaincue, la difficulté que nous avons eue dans le dossier de Sarah Halimi ne repose pas sur un problème de droit. Voilà, on a débattu depuis un petit moment maintenant et on a chacun exposé les expériences que nous avons pu avoir par ailleurs. Il ne s'agissait pas d'une difficulté avec le texte de loi, il s'agissait simplement de vouloir rendre la justice tant au niveau de l'instruction que par les magistrats de la Cour de cassation. Je rappelle quand même qu'ils étaient 12 pour rendre cette décision-là et que sur les 12, il n'y en a pas un manifestement qui s'est suffisamment opposé pour qu'on aboutisse à une décision qui soit meilleure. Si je peux me permettre, vraiment, maître qui vient de dire quelque chose qui me touche, le Talmud nous apprend que si une cour, un tribunal rabbinique de 23, imaginons 12, est unanime à condamner quelqu'un,
C'est mauvais. Eh bien, on le relâche parce que ce n'est pas pensable que dans une assemblée humaine, il n'y ait pas des avis divergents. Donc, ce que vous me dites là me désespère beaucoup plus que tout ce que j'ai pu entendre depuis le début. Excusez-moi, ce qui C'est le secret du délibéré, donc on ne sait pas comment les gens ont voté. Et malheureusement, en droit français, ce qui existe dans d'autres pays, les opinions n'a dissidentes. pas le droit aux opinions divergentes. Moi, je vais vous donner mon sentiment et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce qui me désole, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, le problème de l'antisémitisme, c'est qui en est la cause. Bien sûr, il y a toujours l'antisémitisme résiduel d'extrême droite. Mais une grande partie de l'antisémitisme que nous avons vécu pour les 12 personnes qui ont été tuées parce qu'elles étaient juives est un antisémitisme qui vient en réalité de gens qui sont considérés par une partie de la presse et de l'intelligentsia comme des gens discriminés, comme des gens qui sont des victimes. Et l'idée que les victimes puissent être bourreaux, eh bien, ça complique les choses. Voilà. Et donc, il y a un refus de regarder cette réalité en face. Aujourd'hui, Monsieur Traoré, il a tué Madame Halimi en criant Allah Akbar. Et donc, il faudra à un moment donné que la société française ait le courage de regarder cela en face, et elle ne le fait pas. Ce qui m'étonne, moi, dans l'affaire Halimi, c'est un crime qui, évidemment, est un crime antisémite, et il émeut la communauté juive, mais il devrait émouvoir toute la nation. Je n'ai pas entendu les associations féministes s'indigner qu'une femme soit battue, rouée de coups. Rien. Je n'ai pas entendu beaucoup d'organisations dites antiracistes s'indigner et être à nos côtés. Et donc, en réalité, le vrai problème, il est là. C'est le refus d'une fraction de la société française de condamner cette frange de la population qui tue des juifs aujourd'hui. Alors, chers amis, on va tout de suite passer la parole à Gadib Guy pour les questions du public, parce que le public a hâte de pouvoir poser ses questions et on lui doit bien quelques minutes. Beaucoup de questions qui émanent du public et je vais commencer par rebondir sur l'impression que vous laissez Monsieur le Grand Rabbin de France ainsi que les avocats qui nous accompagnent ce soir. Beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup d'incompréhension au sein même des institutions, que ce soit de l'institution judiciaire, que ce soit de l'institution policière. N'est-il pas temps de créer un véritable programme d'accompagnement de l'ensemble des agents publics pour mieux appréhender les problématiques liées à l'antisémitisme? Monsieur le Grand Rabbin de France, vous aviez dans votre demande de rendre l'antisémitisme grande cause nationale, je pense que ça permettait de donner les moyens, et je crois que Maître Muriel Melki, et nous allons commencer avec vous, c'est une des demandes que vous faites avec l'OJE, pouvoir accompagner les différentes catégories d'agents publics dans ces conditions. En fait, merci Gad pour cette question, nous avons démarré déjà. Nous travaillons en partenariat avec la DILCRA depuis un bon moment maintenant. Depuis cette année, j'ai démarré avec mon équipe les formations de gendarmes et de policiers de la cellule de crime dédiée en fait aux crimes antisémites, cellule de lutte contre les crimes dédiée. Je suis fatiguée. Cellule de crime antisémite, en fait, c'est une cellule qui étudie de plus près et qui doit suivre en fait les crimes antisémites. Et cette cellule a été créée depuis le mois d'août. Depuis quelque temps, nous travaillons avec eux et j'ai démarré les formations pour expliquer aux fonctionnaires de la gendarmerie, aux fonctionnaires de police, comment finalement poser les bonnes questions, parce qu'on était excédés de voir dans les affaires d'antisémitisme que nous avions à connaître des questions des OPJ, des officiers de police judiciaire. Êtes-vous antisémite? Aviez-vous remarqué qu'il était juif?
Bon, ben ça fait longtemps maintenant que les personnes qui se retrouvent en garde à vue savent les réponses à apporter. Et systématiquement, on se rendait compte que ce n'étaient pas les bonnes questions qu'il fallait poser. Donc, on a mis au point en fait une liste de questions en fonction des dossiers que nous avons travaillés, que nous avons soumis, et il y a déjà eu une première formation. D'autres formations sont prévues avec les magistrats à l'ENM à partir du mois de septembre, lorsque le confinement sera levé, je l'espère, et nous formerons les magistrats, les jeunes magistrats de l'ENM, justement à la question de la lutte contre l'antisémitisme et comment repérer aussi dans un dossier à caractère a priori antisémite tous les stigmates que nous connaissons par cœur. L'idée étant de s'inspirer du modèle anglo-saxon qui fonctionne en fait avec la parole de la victime qui est véritablement prise en compte dès le début. Dans le modèle anglo-saxon, une victime juive qui vient au commissariat pour se plaindre d'un fait qu'elle lie à sa religion, eh bien, immédiatement, l'enquête est ouverte avec la circonstance aggravante d'antisémitisme. Et ensuite, si les éléments de l'enquête ne confirment pas cet élément-là, le caractère antisémite, cette circonstance est retirée. Et pour nous, ça fait toute la différence, en fait. Si on ouvre désormais les procédures avec la circonstance aggravante d'antisémitisme d'emblée, lorsqu'une victime demande ou évoque la possibilité de l'antisémitisme dans son dossier et dans les faits dont elle a été victime, eh bien, ça permet aux enquêteurs d'avoir des pouvoirs d'investigation beaucoup plus larges. Et ça permet aux juges d'instruction ensuite de pouvoir mieux qualifier l'antisémitisme et au parquet de pouvoir mieux requérir l'antisémitisme. Donc tout ça nous intéresse énormément. Et je pense qu'en formant les OPJ, en formant les gendarmes, en formant les magistrats, petit à petit, en les sensibilisant au problème de l'antisémitisme, petit à petit, on devrait pouvoir avoir des résultats en allant dans le bon sens, des résultats pragmatiques, concrets et qui nous permettent à nous de faire mieux juger les affaires d'antisémitisme. Donc on y croit beaucoup et donc on travaille énormément dans cette direction. Ça nous intéresse vraiment. Mais Maître Spinner, est-ce que ce n'est pas à l'État de mettre les moyens dans ces processus de formation? Il y a la DILCRA, Muriel a mentionné la DILCRA. La DILCRA travaille et le fait bien, mais je crois que c'est d'abord une question d'état d'esprit et de volonté politique. Et donc, s'il n'y a pas l'état d'esprit et la volonté politique de lutter contre cet islamisme qui est aujourd'hui le plus meurtrier contre la communauté juive de France, eh bien, c'est compliqué. Il faut à un moment donné nommer les choses. Il faut nommer le mal et nommer le danger. Voilà. Et donc, nous n'en sommes pas malheureusement encore là. Maître Klugman, nommer le mal, nommer le danger, avec les projets de loi que sont en cours d'étude, notamment le projet alors j'en perds mes mots, mais est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics vont dans ce sens aujourd'hui? De toute façon, si vous entendez ce que vous ont dit ce soir Raïm Corsia et Francis Spinner, différemment mais de manière complémentaire, on n'a pas de problème de relais politique. Et c'est souvent, et on l'a vu dans plusieurs affaires, et je m'amusais d'entendre Raïm Corsia dire il faut déclarer l'antisémitisme une grande cause nationale. Il l'a été. C'était le moment où on a créé la DILCRA. C'était en 2014, à la suite d'une agression particulièrement odieuse à Créteil, où il y avait eu une séquestration, une extorsion et un viol, motivé par l'antisémitisme. Et bien, dans cette affaire-là, le pouvoir politique joue son rôle, dit grande cause nationale, dit DILCRA. Eh bien, vous avez un juge d'instruction qui a voulu enlever la circonstance aggravante que nous avons fait remettre dans l'ordonnance qu'a saisie la Cour d'assises, et la Cour d'assises a condamné avec. Mais ça illustre toute la difficulté du problème. Quand je vous dis, nous avons une réticence des juges à appréhender cette circonstance aggravante. Il y a un programme remarquable que je voudrais quand même souligner, c'est le programme de formation qui existe des policiers et des juges auprès du mémorial de la Shoah. Mais je constate quand même qu'il n'est pas suffisant pour que nous ne heurtions pas aux aberrations que nous rencontrons en audience. Bon. Mais alors là, Patrick, pardon, mais sur le mémorial, tu as raison, il y a des choses formidables pour les policiers aussi. Sauf que le mémorial parle du passé et de la Shoah,
Et j'ai le sentiment que les magistrats et beaucoup font une déconnexion radicale entre le drame, la terrifiante tragédie de la Shoah, et n'arrivent pas à considérer que c'est le même mécanisme de haine, de mise à l'écart qui a cours aujourd'hui. Donc c'est étrange, cette schizophrénie de ceux qui peuvent très sincèrement être émus à suivre une formation, mais qui n'arrivent pas à concrétiser au quotidien dans leurs engagements professionnels, c'est-à-dire dans la capacité à appréhender les faits qu'ils ont devant eux, de voir comme un écho à ce qu'on a pu leur montrer. Et je trouve qu'il y a, je me pose la question de savoir est-ce qu'on ne doit pas faire ce dont parlait M. Murel Wakimaki, c'est-à-dire leur apprendre comment poser les questions aux policiers. Pour les policiers, c'est ce qu'on fait. Pour les policiers, moi j'ai suivi cette formation parce que j'avais initié cette formation aux religions monothéistes dans la police, je l'ai initiée, je parle. Mais ensuite, on a eu des formations sur les policiers pour les femmes atteintes de violences conjugales, les femmes atteintes de violences sexuelles. Pour les enfants, on a appris à poser des questions qui ne soient pas traumatisantes et qui n'amènent pas des réponses fermées. Donc, tu as raison, il y a des choses formidables qui sont faites. Et je trouve qu'il faut orienter vers une contextualisation plus concrète. Voilà, comment ce que vous voyez qui a pu se passer peut très bien se repasser d'une autre façon ici. Un dernier mot. Je trouve formidable d'ailleurs, comme l'apport du judaïsme à la République, que les rabbins apprennent aux policiers à poser des questions. Ça, je trouve ça formidable. Mais plaisanterie mise à part. Notre métier, poser des questions. Voilà, c'est ça. Sur la loi Sarah Halimi, moi, je regrette une chose, et je vous le dis, puisque vous êtes tous proches du législateur qui tient la plume, je regrette une chose. C'est qu'on dit on va rajouter un alinéa, sauf s'il a absorbé volontairement des drogues, etc. Moi, je regrette. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Francis Spinner, et qui est tout à fait important. En réalité, ce qui compte, c'est de savoir si la personne est capable de répondre en justice ou non. Et si elle est capable de répondre en justice, eh bien, qu'au moment où elle répond en justice, se pose la question de son discernement au moment des faits et que cela soit évoqué en audience publique. Là, je pense que nous aurions vraiment fait un progrès. Et on tourne toujours sur cette question qui est traditionnelle dans notre système pénal, de dire on ne juge pas, nous on se pose la question évidemment au moment de la commission des faits. Mais la réalité, on peut tout à fait évoquer en audience si la personne, comme Traoré, est en état de répondre et que son avocat plaide expertise à l'appui en audience publique l'absence de discernement ou l'abolition ou l'altération au moment des faits, mais il est en état de répondre, donc on lui fait un procès. C'est ça la loi dont nous avons besoin, je crois. Et je pense que peut-être que ça mériterait quelques calages. C'est ma contribution législative du soir. Alors, une question qui se pose et qui revient très souvent et qui reflète l'émoi et la colère, c'est celle de la responsabilité des différents acteurs publics dans cette affaire. Est-ce que les juges peuvent rendre des comptes? Est-ce que les experts peuvent rendre des comptes? Est-ce que les policiers peuvent rendre des comptes et à qui et comment? En d'autres termes, est-ce qu'il y aurait éventuellement des poursuites si des dysfonctionnements sont identifiés? Maître Spinner. Alors, les juges sont en la matière irréprochables. Le juge a le droit de se tromper. Le juge peut être un mauvais juge. Ça ne caractérise pas la faute et la responsabilité des magistrats est très difficile à mettre en cause. J'ai dit que, en ce qui concernait la police, je ne pensais pas qu'il y avait de manquement. Donc, s'il y en avait établi, on aurait toujours une possibilité d'engager la responsabilité de l'État, son faute personnelle, etc. Mais je crois que, encore une fois, c'est tout un processus, c'est tout un climat que révèle l'affaire Halimi. Et c'est contre ce climat-là qu'il faut se battre. Il faut d'abord expliquer que cette affaire n'est pas que l'affaire de la communauté juive. Elle est l'affaire de la nation, elle est l'affaire de la République. Et donc, notre combat doit essayer d'éviter ce piège qui consiste aujourd'hui à faire que la défense des droits de l'homme, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte en général, on essaye de la fractionner, de la segmenter. Moi, je pense que les droits de l'homme, c'est une universalité. Et que donc, notre combat, c'est universel pour la dignité de tous les hommes.
Et donc, encore une fois, cette affaire n'est pas que l'affaire de la communauté juive. Elle est l'affaire de la nation, elle est l'affaire de la République. Et ce combat républicain, il doit être déterminé par une lutte sans faille contre ceux qui, aujourd'hui, attaquent la République. Et de ce point de vue, je ne suis pas sûr que soit on ait pris conscience de la gravité du mal. Vous savez, j'ai plaidé l'affaire Mera. Quand vous voyez que dans le quartier des Isards, alors que quelqu'un vient de tuer des enfants dans une école parce qu'ils sont juifs, qu'il y a une collecte et qu'on ramène 30 000 € pour assurer la défense du frère de Mohamed Merah, ça montre la profondeur du mal. Quand des journalistes m'ont expliqué qu'ils se sont rendus dans la rue où Sarah Halimi a été tuée, qu'ils n'ont pas osé y aller avec des caméras parce qu'ils ont senti un climat d'hostilité, c'est ça le combat, c'est regagner partout dans notre pays les territoires qui ont été perdus et y restaurer l'autorité de la République. Ce n'est pas seulement d'ailleurs le problème de l'antisémitisme, c'est le problème aujourd'hui. Il y a des gens qui détestent les juifs, qui détestent les flics, et ce sont les mêmes. Voilà. Avant de revenir sur deux questions concernant l'affaire Sarah Halimi, Monsieur le Grand Rabbin de France, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce que le projet de loi séparatisme pour lequel vous avez été auditionné vous paraît répondre à quelques-unes des inquiétudes portées par Maître Spinner? Moi, je ne suis pas chargé d'écrire les lois. J'ai expliqué que oui, il fallait faire quelque chose. On a décapité un professeur en France. Il faut qu'on ait une réponse et il faut donner des arguments. Je vais vous donner un exemple très simple, tragique, horrible, énervant. Un bonhomme condamné 4 fois. Vous entendez, 4 fois. C'est qu'il a dû en faire quand même. 4 fois pour apologie du terrorisme. Il est condamné et la force publique veut le déchoir de son titre de réfugié, parce qu'il est réfugié en France. Le Conseil d'État répond, non, on ne peut pas, parce que on aurait pu le déchoir de son titre de réfugié s'il avait été condamné pour terrorisme, mais pas pour apologie du terrorisme. Vous comprenez bien qu'il faut changer la loi. Donc, cette loi a vocation à donner des arguments juridiques pour pouvoir combattre une nouvelle forme de négation de la société, une nouvelle pulsion de séparatisme de certains. Et je reviens sur ce que disait Maître Klugman tout à l'heure. C'était la deuxième fois que je ne suis pas d'accord avec lui. Une fois, c'était un 25 août. Et aujourd'hui, c'est petit ce que je viens de faire. Il n'y a que toi et moi qui pouvons comprendre. Mais et je vais vous dire pourquoi. Je pensais à un crime très connu. Parce que la proposition de Patrick est plutôt géniale. C'est de dire, même s'il avait le jugement altéré ou aboli au moment de l'exécution du crime, puisqu'il peut répondre ce que nous garantissait Maître Spinner, audition-le, faisons le procès, il peut répondre. Mais regardez, ma conviction, c'est qu'au moment où ça s'est passé, il était au pire altéré. Je vous dis, j'ai parlé 2 heures avec Zagouri. Altéré pour qu'un professionnel comme lui dise altéré, pas aboli, alors que c'était tellement simple de dire pareil que les autres. Eh ben, il n'a pas dit pareil que les autres. Il a dit non, altéré. Donc moi, je maintiens qu'au moment de l'exécution des faits, il était au moins à peu près conscient. En revanche, regardez Althusser, par exemple. Quand Althusser assassine sa femme à Normal Sup, on est dans les années 80, au début des années 80. Althusser, c'est quand même un philosophe. Je veux bien qu'il ait eu de lourds antécédents psychiatriques, ce que n'a pas celui-là. Eh bien, Althusser n'est pas jugé, il a un non-lieu. Et il passe sa vie en hôpital psychiatrique, il meurt en hôpital psychiatrique. Mais on ne dit pas, Althusser, le grand philosophe, peut très bien tenir à la distance d'un procès. Parce que ce qui compte, c'est le moment où il fait. Donc, moi, j'estime que, et au moment où il fait, tout le monde a convenu qu'il était complètement dans une démence. C'est le mot qui était employé à l'époque. Donc, moi, je pense que il faut vraiment se battre pour l'idée que quelqu'un qui se met lui-même dans cet état, il perd l'avantage de ne pas être jugé. Et c'est pas, on juge pas les fous. Il est fou. Avec des antécédents, on discute même pas. Il est altéré, un jugement altéré. On fait le procès et ensuite, à la fin du procès, on voit est-ce qu'on fait ou pas, est-ce qu'on le condamne ou pas, comment on condamne, comment on minore la peine. L'altération,
fermer le procès. Lorsqu'il y a l'altération, c'est une cause de diminution de la peine. Mais oui, mais c'est pas une abolition. Oui, donc, mais les deux approches sont donc complémentaires, en fait. Il faudrait un renforcement avec ces deux approches. Et la loi qui est faite, cette loi qu'on a appelée au départ séparatisme pour la réaffirmation des valeurs républicaines, c'est exactement ce que vous mettez dans votre titre aujourd'hui. Tzedek, Tzedov, la justice, tu rechercheras. Les choses importantes, il faut les répéter. Eh bien, les choses importantes de notre société, il faut les répéter. On les répétera jusqu'à ce qu'elles soient évidentes, non contestées par qui que ce soit dans la République. Alors, une question pour vous, maître Muriel Waknin-Melki. Vous représentez les partis civils comme maître Spinner. Ce recours à la CEDH, qui est en étude, que peut-on en attendre dans le meilleur des cas? Dans le meilleur des cas, une condamnation de l'État français à des dommages d'intérêt pour la famille. Mais en aucun cas, au niveau de la Cour européenne, un procès, parce qu'on m'a posé la question de savoir si Kobi Traoré pourrait être traduit devant une Cour européenne. Pas du tout, hein. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais en revanche, le fait qu'il y ait une condamnation de la Cour européenne dans un cas criminel nous donnerait peut-être une possibilité de réouvrir le dossier, donc une révision de la procédure en France, parce que cela pourrait être considéré comme ce qu'on appelle un élément nouveau, à voir ce qu'il y aurait dans ce jugement de condamnation si nous l'obtenions devant la Cour européenne. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est très hypothétique et je ne suis pas partisane du tout de faire de la procédure pour faire de la procédure. Et la famille Attal souffre tellement depuis 4 ans. Monsieur Attal, je l'ai au téléphone, mes confrères aussi à mes côtés l'ont au téléphone quasiment tous les jours depuis 4 ans. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement en demande, qui est extrêmement en attente et qui ne vit depuis 4 ans que pour le dossier de sa sœur. Et je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. 4 années où il n'y a pas de fête de famille, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a pas toutes nos fêtes habituelles, sans avoir l'esprit tranquille, sans avoir l'esprit serein. Plus de nuit tranquille non plus. Donc il n'est pas question de faire cette procédure devant la Cour européenne si au préalable nous ne considérons pas, nous les avocats qui sommes intéressés par ce recours, qu'il y a des chances de succès tout de même. Voilà, nous n'irons pas devant la Cour européenne uniquement pour aller devant la Cour européenne. Pardon, mais vous pouvez peut-être que vous, enfin, je suis pas dans la défense, mais je me dis, si quelqu'un se dit un jour, pourquoi ne sont-ils pas allés devant la Cour européenne, on ne pourra pas revenir en arrière. Je ne sais pas ce que ça implique comme coût, mais non, c'est pas un problème de coût parce que notre avocate. Alors, si je peux me permettre, faites-le. Oui. Écoutez, j'entends, bien sûr, j'entends. Vous voyez. Je ne voudrais pas qu'un jour, quelqu'un me dise pourquoi vous êtes allé en juridiction israélienne ou ailleurs, pourquoi vous avez abandonné. Vous, sens collectif, vous englobant tous et portant avec vous cet intérêt légitime qui est la seule compensation qu'on peut donner à cette famille. Mais je me dis, il faut encore faire confiance à l'Europe tant qu'elle ne nous dit pas non. Et je vais vous dire pourquoi, parce que on a des soucis avec l'Europe. Oui. Nous avons, vous le savez, des soucis. L'Europe vient de décréter que la viande abattue rituellement ne peut pas être bio. Elle vient d'autoriser la Belgique à interdire l'abattage rituel. Donc, on a des problèmes avec cette cour qui manifestement n'entend pas les choses en termes de liberté de pratique religieuse comme nous l'entendons en France. Et moi, je me dis que c'est important de faire comme un vieux proverbe dit, mène le menteur jusqu'à la porte de sa maison. Oui, j'aime beaucoup ce proverbe. C'est quelque chose qui me parle. Je pourrais vous le dire en original. Mais... Et pour ma part, je le connais en arabe. Bien sûr. Voilà. Pour vous, maître Spinner, puisque nous allons terminer avec la parole des familles des victimes, vous avez annoncé au début de cet événement le recours ou le dépôt de plainte que vous effectuez dans une juridiction israélienne. Nos spectateurs souhaitent avoir des détails sur le processus. Comment cela va-t-il se passer? Alors, d'abord, je suis évidemment, en même temps que je vous parle sur Twitter, un certain nombre de réflexions et d'âneries, donc on va dire les choses très clairement.
le fait qu'il y ait une procédure en Israël ne permettra pas d'appréhender M. Traoré. Israël ne peut pas demander l'extradition de M. Traoré, puisque nous sommes en France avec une politique très simple, qui est d'ailleurs partagée par de nombreux pays. Un pays n'extrade pas ses propres nationaux. Donc M. Traoré ne peut pas être extradé. La deuxième obstacle qui est dit, c'est vous ne pouvez pas déposer plainte en Israël, puisqu'il y a la règle qu'on appelle non bis idem. Or, cette règle ne s'applique pas. Ça veut dire que si quelqu'un est acquitté par une juridiction, on ne peut pas le rejuger à l'étranger pour les mêmes faits. En revanche, M. Traoré n'est pas dans cette situation. Je rappelle que lorsque j'ai fait condamner Alfredo Astiz à la réclusion criminelle à perpétuité en France, il faisait l'objet d'une loi d'amnistie dans son pays, ce qui n'a pas empêché le juge français de condamner. Donc, ce qui va se passer, c'est que la sœur de Mme Halimi va aller au commissariat, puisque c'est la police qui, en Israël, recueille les plaintes. Au vu des éléments qu'elle fournira, évidemment, elle pourra donner un certain nombre d'éléments venant de la procédure française. Le dossier sera transmis au procureur de la République, qui décidera d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une enquête. S'il ouvre une enquête, au vu des éléments qu'il a, se posera la question, évidemment, d'acte d'instruction en France, c'est-à-dire d'une commission rogatoire internationale où la justice israélienne pourra demander à la justice française de faire un certain nombre d'investigations. Il y aura évidemment le problème de l'expertise de M. Traoré, qui évidemment n'est pas obligé de s'y soumettre, mais je rappelle que l'expertise se fait parfois aussi, elle peut se faire sur pièce, et qu'un certain nombre d'experts peuvent critiquer les expertises écrites, et donc la justice avancera, et ensuite elle décidera ou non s'il y a suffisamment d'éléments pour faire un procès contre M. Traoré, le cas échéant par ce qu'on appelle les procédures de contumace. Mais la justice peut être rendue. Alors je dois dire que c'est la mort dans l'âme qu'avec William Goldnadel nous déposons plainte en Israël, parce que ça veut dire que quelque part la justice française a failli, mais nous y sommes contraints justement par l'attitude de la justice française. Mais vous savez, je l'ai fait parce que justice n'était pas rendue en Argentine, c'est le droit international, c'est le droit pénal international, et donc nous espérons que la justice israélienne fera son devoir. Pardon, si je peux me permettre de rajouter un tout petit mot là. Allez-y, monsieur le grand rabbin, ce sera quasiment le dernier mot. Non, je ne veux pas que ce soit le dernier mot. Moi, je voulais juste rajouter un petit mot. D'abord, parce que, comme on a parlé de justice internationale, je voudrais qu'on ait une pensée pour Madame Reagan, qui est une franco-israélienne qui a été assassinée en Israël et qui questionne aussi, vous voyez, cette façon d'avoir des pays distincts, la France et Israël en l'occurrence, concernés par une même personne. Et je trouve qu'on ne peut pas oublier aussi cette dame. Et enfin, une question de principe que j'ose rappeler à Maître Spinner. Vous voyez, Maître, vous avez toujours les mots justes, mais quand par exemple vous parlez du nom de l'affaire, vous voyez, là, on parle de l'affaire Halimi. Et moi, j'ajoute l'affaire du docteur Sarah Halimi. Mais on parle de Sarah Halimi. Quand vous parlez de l'affaire du jugement du frère de l'assassin des enfants de Toulouse, alors parlons de l'affaire Sandler-Monsonego. Parce qu'au moins, on protège leur nom. Et il n'y a aucune raison de se rappeler du nom de l'assassin et de ne pas citer le nom des victimes. Et pour moi, c'est un devoir sacré que je porte depuis que j'ai entendu Samuel Sandler me dire cela. Je ne veux plus entendre le nom d'assassin de mes enfants, je veux entendre le nom des enfants. Donc, je partage cela avec vous parce que je sais que vous le portez dans vos tripes et tous les jours. Le grand rabbin, je prends note de cela et vous avez raison, je ne le ferai plus. Écoutez, puisque les uns et les autres, vous avez apporté un éclairage qui, d'une part, nous permet d'une certaine manière d'espérer, pas tant que ça finalement, néanmoins, il nous reste à être aux côtés des proches de Sarah Halimi et à lui rendre hommage dimanche à 14h sur le parvis des droits de l'homme à la place du Trocadéro. Il semble que nous ne serons pas seuls.
que cette solitude que j'ai évoquée au début de cet événement peut-être sera-t-elle atténuée par la participation non seulement d'une participation massive des membres de la communauté juive, mais également de l'ensemble des associations antiracistes, de nombreux hommes politiques et membres des associations, de nombreuses personnalités. Il semble également que cette manifestation se déroulera dans des dizaines et des dizaines de villes en France, mais également à l'étranger. S'il ne devait y avoir qu'une petite consolation, peut-être la trouverons-nous ici, en attendant que les questions de procédure judiciaire puissent apporter un semblant de justice dans cette affaire. Il me reste qu'à vous remercier, Monsieur le Grand Rabbin de France, Maître Muriel Waknin-Melki, Maître Francis Spinner, Maître Patrick Klugman, de votre participation, à remercier évidemment Esther Lenman et Jean-François Strouve pour l'animation et Jérémy Seban pour la réalisation de cette soirée. Mais pour terminer, vous remercier toutes et tous d'être restés aussi nombreux pour un événement qui a été plus long que prévu, mais c'était totalement justifié. Merci d'avoir été avec nous. Nous espérons vous avoir accompagné dans ce cheminement, dans ce questionnement. Et je vous donne tous rendez-vous dimanche prochain pour cette manifestation en hommage à Sarah Halimi. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci.